Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode de mes chroniques sur les monstres et créatures mythiques. Aujourd'hui je m'attaque à l'une des monstres femmes les plus dangereuses et mortelles des mythes grecs, j'ai nommé Méduse. Méduse fait partie d'un trio de monstres nommés les Gorgones, avec ses deux sœurs Sténo et Rial, qui sont bien moins connues et bien moins développées que leur starlette de Frangine. Mais elles n'avaient qu'à se faire décapiter aussi, la gloire ça se mérite. Aujourd'hui, on a des représentations de Méduse sous les traits d'une femme serpent, mais toujours accompagnée de ses caractéristiques principales, à savoir sa chevelure de serpent et son regard pétrifiant. Cette apparence est en fait un mélange avec un autre monstre femme, la Lamia, qui est une créature mi-femme, mi-serpent, attirant les hommes pour mieux les dévorer. À l'origine, les Gorgones étaient donc des femmes tout ce qu'il y a de plus normal, hormis 2-3 détails. Elles sont laides, elles ont des ailes d'or dans le dos, des cheveux de serpent, des mains d'airain, des défenses de sanglier, une face ronde et, selon la version, barbue. Et meurtrières également, puisqu'elles tuent sans pitié tous les mortels qui traînent un peu trop près de leur repère, se trouvant au mont Hélicon, qui se situerait au-delà de la Libye, l'équivalent du bout du monde pour les Grecs antiques. Près de l'endroit où vit la déesse primordiale, personnifiant la nuit obscure et terrifiante, Nyx. Faut donc être sacrément motivé pour venir leur chercher des noises à celle-là. Elles sont aussi les filles de Phokis et de Kéto, qui sont deux divinités primordiales marines, eux-mêmes enfants de Pontos, la personnification masculine de la mer, et de Gaïa, la terre-mère, et sont considérées comme appartenant aux enfers malgré cette ascendance plutôt marine. Selon les versions, elles ont pour sœurs les Grées, un autre trio de femmes monstres ayant pour particularité de n'avoir qu'une dent et qu'un œil pour trois, d'Echidna qui est surnommée la mère des monstres pour avoir engendré bon nombre d'entre eux, de Ladon, le serpent à 100 têtes, gardien du jardin aux pommes d'or des Hespérides, et sont également les cousines de Zeus et des Olympiens. Toutefois, comme le verra Méduse, ainsi que de nombreux autres monstres mythiques ayant la même ascendance divine, être divin ne veut pas forcément dire être immortel. En compensation d'être la seule mortelle du trio, Méduse se verra être dotée d'une grande beauté, contrairement à ses sœurs. Maigre consolation en fin de compte puisque sa beauté attira l'attention de Poséidon, maître du monde marin, qui commença à lui faire des avances. Devant l'insistance de l'Olympien, Méduse décida d'aller se réfugier dans un temple d'Athéna dans l'espoir que la rivalité entre la déesse de la sagesse et de la guerre et le roi des eaux la protège. Mais la fille de Zeus ne semblait pas être disposée à bouger cette fois-là. Poséidon, l'ayant poursuivi sous la forme d'un oiseau, viola Méduse dans l'enceinte même du temple. Et c'est après le départ du dieu marin qu'Athéna sortit le bout de son nez pour constater la profanation. Furieuse et frustrée de ne pas pouvoir se venger directement contre son oncle, la déesse se défoula sur Méduse. C'est ainsi que la Gorgone perdit sa beauté, plus ressemblée à ses sœurs, et reçut également son redoutable pouvoir de pétrification d'un simple échange de regards directs. Devant tant d'injustices divines, Méduse alla rejoindre ses sœurs et commença sa petite collection morbide de sculptures de héros en herbe, se taillant une jolie petite réputation à travers les cités grecques jusqu'à arriver aux oreilles de Persée, fils de Zeus et de la princesse Danaé, qui devait trouver un cadeau pour le roi Polyctédès, de l'île de Sériphos. Les deux hommes ne s'aiment pas, le roi ayant des vues sur Danaé et Persée ayant une mauvaise image des hommes de pouvoir avec l'exemple de son grand-père, le roi Dagos Acrisios qui les avait enfermés dans un coffre et jetés à la mer peu de temps après sa naissance. Mais passons. L'important est que Persée décida d'offrir la tête de Méduse à son potentiel futur beau-père afin de lui faire comprendre tout ce qu'on peut risquer à jouer au con avec lui. Et pour ce faire, il reçut le soutien d'Athéna, qui lui donna un bouclier miroir afin de ne pas regarder directement la Gorgone, ainsi que le soutien d'Hermès, qui lui donna sa paire de sandales volantes de rechange, un sac magique pour mettre la tête de la Gorgone, et la cunée, le casque d'invisibilité d'Hadès qui devait bien être content d'avoir perdu sa pièce d'armure fétiche. Afin de trouver le repère des Gorgones, Persée menaça les Grées de leur priver de leur unique œil et dents si elles ne répondaient pas à ses questions. Puis, une fois arrivés, décapita courageusement le monstre pendant son sommeil en faisant bien attention à ne la regarder qu'à travers le miroir de son bouclier. Seulement voilà, du corps décapité de Méduse jaillit le cheval volant Pégase, et Chrysaor, le père d'un géant nommé Gérion ayant la particularité d'avoir 3 têtes et 3 torses, issus du viol de Poséidon. Le vacarme provoqué par cette naissance improbable réveilla les deux frangines qui voulurent venger la mort de Méduse. Mais Persée avait disparu grâce au casque d'invisibilité et s'enfuit au loin grâce aux sandales volantes. On découvrit alors plusieurs capacités du sang de la Gorgone.
Le sang issu du corps décapité pouvait empoisonner ou ressusciter un homme en fonction de la veine de laquelle il provenait, et des gouttes de sang s'échappant de la tête de la Gorgone se transformaient en redoutables serpents en touchant les sables du désert de Libye. Bien que Méduse soit morte, son pouvoir de pétrification était toujours actif, et permit notamment à Persée de transformer en pierre le titan Atlas parce qu'il l'avait mal reçu, le monstre marin de Poséidon attaquant la cité d'Argos pour sauver la princesse Andromède, et bien sûr Polydectes qui avait manqué de respect à sa mère pendant son absence, ainsi que tous les convives qui avaient assisté au banquet du roi à ce moment-là. Après avoir accompli son exploit, Persée rendit les objets magiques et la tête de Méduse aux dieux, et aida Athéna et Héphaïstos à intégrer la peau du monstre sur l'égide de Zeus, une cuirasse déjà puissante qui, grâce à cette amélioration, va effrayer les ennemis du roi du ciel. Le célèbre Hercule est également parvenu à récupérer une boucle de cheveux de Méduse afin de protéger la ville arcadienne de Thégée, alors qu'il partait avec la totalité des hommes de la ville pour aller affronter l'usurpateur Hippocon de Sparte, montrant ainsi que malgré la mort du monstre, sa réputation restait toujours efficace pour éloigner les potentiels emmerdeurs. Méduse a indéniablement marqué l'imaginaire de sa présence. Les multiples représentations d'elle depuis la Grèce antique lui ont permis de conserver sa légende au fil des siècles, où la Gorgone perd peu à peu ses attributs monstrueux pour ressembler à une femme à peu près normale, excepté sa chevelure atypique et sa soif artistique de sculpture sur aventurier pas doué. Ce qui nous amène à la représentation actuelle de Méduse, où on a le droit à deux versions. La première, qui est dans la continuité de la représentation de la période moderne, où elle reste en grande partie humaine et sournoise, généralement présente dans les films avec peu de budget pour les effets spéciaux ou alors dans des œuvres se voulant plus proches des mythes originaux. La deuxième forme est celle dont je vous ai parlé en début de vidéo, où l'on retrouve plus de serpents dans son apparence, bien que cela puisse être plus ou moins prononcé selon l'envie du créateur. C'est ainsi que l'on retrouve Méduse dans différents formats, tels que Castlevania, God of War ou Titan Quest pour les jeux vidéo, Percy Jackson, l'Odyssée fantastique ou les adaptations du mythe pour les films, et les adaptations rééditions du mythe encore pour ce qui est des livres et de la bande dessinée en général. On la retrouve également dans différents univers fantaisistes tels que Warhammer, où elle est représentée par des sorcières elfes noires maudites par une déesse, ou Donjons et Dragons, où elle est représentée comme une race à part entière. On retrouve aussi l'influence de la Gorgone dans d'autres univers, comme Danvage des Nagas dans Warcraft, ou encore dans l'univers de Lovecraft avec Gata no Toa, qui a le pouvoir de pétrifier. Et voilà, l'épisode sur Méduse touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.